Legal on Air. Legal on Air, à la conquête du droit en entreprise. Gouvernance, tech, LegalOps. Le podcast qui décrypte les évolutions qui propulsent le droit vers le monde d'après. Legal on Air, le juridique. Décortiqué et discuté. Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur les plateaux de For Change pour ce 8e épisode de Legal on Air, le podcast, l'émission qui parle du droit, de comment le droit propulse les entreprises vers le monde d'après. J'ai à mes côtés Cyril Godet. Bonjour Cyril. Bonjour Mathieu. Comme à l'habitude, nous allons présenter dans un instant notre invité, mais je suis ravi de te recevoir. Comment vas-tu en cette période estivale, début ? Super. Effectivement, il commence à faire un petit peu meilleur. On voyage toujours beaucoup. Plein de beaux événements, plein de belles rencontres. Tout est propice, effectivement, à faire avancer le droit. Tu vas à Londres demain. Daily Trust, ça continue. La croissance continue. L'aventure continue au niveau international ? Absolument. Là, on a fait une belle acquisition d'une entreprise qui s'appelle Aster, qui sont des Lyonnais, il y a moins d'un mois, qui nous ont rejoints. Daily Trust continue, effectivement, on est encore sur de beaux dossiers également. Les équipes s'agrandissent, on a plein de choses à venir, donc effectivement, c'est passionnant. Et puis là, on a Londres demain, et puis la semaine prochaine, on est à Édimbourg. Très UK, hein, finalement. Tu fuis le beau temps, finalement. Effectivement. Non, je serai à Tunis dans 3 semaines. Donc, ça va, tu me rassures. Un petit peu mieux. Bon, écoute, si vous souhaitez retrouver l'agenda officiel des déplacements de Cyril Godet, n'hésitez pas. Il est disponible en lien dans la description. Je suis très heureux, nous sommes très heureux avec Cyril aujourd'hui d'accueillir Stéphane Baller sur le plateau de Legal on Air. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu et bonjour Cyril. Stéphane, ce podcast, mais peut-être que Cyril pourra le présenter, c'est un podcast un peu différent. On revient pas sur une matière du droit, on revient pas sur un métier particulièrement, on revient sur des parcours de gens passionnés qui viennent à leur niveau transformés par leur carrière, par leurs apports à la matière, aux entreprises, aux cabinets dans lesquels ils travaillent, qui viennent faire changer les choses. Non, mais je suis peut-être pas à ma place. Et attends, mais si, justement, non, c'est pas pour te lancer des fleurs, bien qu'encore une fois, on va devoir passer par un petit peu de la présentation de ton parcours. Mais non, c'est important pour nous de recevoir des gens passionnés, passionnants, et on en est on est très content avec Cyril, du coup, de pouvoir te recevoir enfin. On en parle depuis un moment. Absolument. Et nous avons eu la chance de recevoir déjà pas mal de juristes, avocats, avocates qui nous ont parlé de leur passion du droit, qui ont essayé d'apporter quelque chose pour transmettre effectivement à la nouvelle génération. Et pour moi, à la matière, Stéphane représente le GOAT. Pour moi, c'est vraiment la personne moi, je l'ai rencontré il y a à peu près 13-14 ans maintenant. Et le premier échange qu'on a eu ensemble, c'était comment transmettre aux élèves de droit, aux étudiants en droit, effectivement, la passion du droit, du digital. Et on a commencé à travailler comme ça ensemble. Et pour moi, c'était une évidence que l'on puisse partager avec Stéphane à un moment pour qu'il nous raconte et son parcours, sa vision, et puis qu'il nous prodigue effectivement ses petits conseils pour nos auditeurs sur comment avancer dans le métier du droit et montrer que ça peut mener à plein de carrières différentes. Et c'est ce que l'on va voir avec Stéphane aujourd'hui. Ouais, ce qui a été intéressant je me souviens, dans les tours de la Défense, tu avais accepté de venir en fait compléter la formation universitaire pour apprendre un peu la vraie vie aux étudiants à une époque où l'apprentissage n'existait pas trop. Absolument. Et tu as été un des premiers à ne pas dire l'université fait mal son boulot et forme mal les gens, mais plutôt dire comment est-ce que je pourrais contribuer à compléter la formation de l'université en fonction de son modèle économique qui est ce qu'il est, mais qui doit permettre en fait finalement à nous qui avons bénéficié de ce modèle de gratuité à l'époque qui fonctionnait très bien, comment est-ce qu'on pouvait rendre les choses. Et ça, c'est une générosité. Je te fais une petite déclaration d'amour en public qui me sera toujours gravée dans l'esprit. Je te remercie, mais effectivement, pour recontextualiser, on avait fait une formation aux étudiants au M2 à l'époque de Dauphine, de mémoire, une formation sur le droit des sociétés ou comment utiliser un logiciel pour gérer le droit des sociétés. Et moi, quand j'étais sur les bancs de la fac à Paris 10 Nanterre à l'époque, effectivement, c'était quasiment gratuit, mais on était totalement dans le théorique. Et ça manquait de praticité, de pouvoir faire des stages, ainsi de suite. Ce qui a bien évolué depuis 20-25 ans maintenant. Mais donc, l'intérêt, effectivement, c'est d'apporter tout de suite, effectivement, ce retour, ce feedback, et leur permettre d'avoir les mains dans le cambouis, si je puis dire, de comprendre un petit peu où ils vont. Et maintenant, ça passe également par le digital. Donc, pas que ça soit
pour moi, le digital, c'est uniquement l'IA, la blockchain, ainsi de suite. Non, de comprendre comment au quotidien, je peux utiliser le digital pour faire mon travail de juriste d'entreprise, d'avocat. Et justement, l'idée de Stéphane, c'était de compléter leur formation avec ça. Je trouvais ça très intéressant. On va revenir sur ton parcours avant d'aller plus loin dans l'éducation, parce que c'est un sujet qui va nous prendre un petit moment pendant cette émission. Enfance, adolescence en Bourgogne, hein, on en parlait en préparant cette émission. Donc, au cul des vaches. Au cul des vaches. Comment s'appelait déjà le bled en question? Bressé-sur-Tille, entre Genlis et Dijon. Voilà. Il y a 15 kilomètres. Je peux te dire qu'en vélo, pour aller dans les booms à Dijon, t'es content d'arriver à Paris très vite, où il y a le métro. Voilà. Déjà, à l'époque, tu as dû, tu t'adaptais, tu faisais les choses différemment, finalement, parce que tu n'avais pas de 103. J'avais pas de 103. Par contre, j'ai pu faire les moissons, j'ai pu faire. Je montais pas mal à cheval aussi à l'époque. J'avais des volontés, des rêves de veto. Veto, ouais. Moi, je voulais être veto de campagne, en fait. Je voulais aller à 4h du matin, mettre mon bras dans le cul des vaches. Ouais. Et qu'à la fin, la vache me regarde et me dise, en tout cas, c'est merci. ce que je croirais. Merci, exactement. Et après, son propriétaire. On parlera d'ailleurs on parlera du parallèle entre justement la vache et la direction juridique juste après. Mais non, mais il y a une notion de service et d'utilité, je pense, qui est très forte. Sauf que là, quand le veau naît et que ça se passe bien, vous avez un résultat direct. Sur les chantiers juridiques, quelquefois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, donc après, j'ai appris qu'il fallait être matheux pour soulager les vaches. Et donc là, ça a été le début de la descente aux enfers. La science dure n'est pas ton terrain de prédilection. Je bossais pas assez, je pense. Et du coup, donc les études justement, donc DESS à Assas, DEA à Dauphine, ICS Paris, expert comptable diplômé et plus récemment médiateur certifié. Bon, du coup, je sens que tu as lu LinkedIn, toi. Un petit peu, mais autant que tu aimes, on va dire, proposer des formations, tu as bien consommé également l'appareil. Vaut mieux tester avant d'en parler. Donc, voilà, le système, c'est bien. Mais j'étais un étudiant très moyen. Mais à une époque où, en étant un petit peu différent, peut-être qu'on pouvait se faire remarquer. Quand je vois le niveau des étudiants aujourd'hui dans la formation que j'ai faite il y a 40 ans maintenant, c'est vrai que je suis impressionné d'avoir pu passer dans ce filtre. Il y a une chose qui était un peu différente, c'est que je travaillais déjà à l'époque. Ouais. Tu faisais quoi? Je travaillais en cabinet d'avocat. C'était déjà André Touboul? Ouais, c'était pour André Touboul. Avant, j'ai été au gastronome, donc chez Ediard, qui m'a fait toute ma culture œnologique, même si en Bourgogne, j'avais commencé. Ouais. J'ai fait du déménagement pendant 6 mois. J'ai même fini chef d'équipe sur un pari à la con avec un copain des parents qui disait fils de bourgeois, de toute façon, vous savez pas en chier. Et donc, je lui ai dit à quelle heure demain t'embauches? Il m'a dit 6h. Et donc, à 6h05, je me retrouvais en bleu de déménagement et j'ai appris comment porter des armoires de bureau. Carré. Hein. Ouais, non, mais voilà. On plie les jambes au carré. Bureau, voilà. Mais c'était assez impressionnant. Donc, c'est là que j'ai découvert la défense et tout, que j'ai pas aimé du tout. Et c'est pour ça que j'y ai passé 30 ans. Mais voilà, c'était une expérience, en tout cas humaine, qui était incroyable. Et pareil, un souvenir d'un jeune homme qui était tombé amoureux. Le matin, on n'a pas le même régime alimentaire et liquide. Et donc, je le vois passer du demi à l'eau. Et je lui demande si tout va bien. Et il me dit, en fait, je suis tombé amoureux, je veux me marier, mais ma future épouse m'a fait promettre de ne plus boire, alors je ne bois plus. Et je me suis dit, l'être humain est quand même incroyable quand tu le motives. Là, on est en quelle année, là, ce matin-là, à la Défense? Je sais plus, c'est trop vieux. Je ne vais pas perdre de l'année, donc je suis très mauvais dans les calendriers. Mais je devais avoir 18 ans. Donc, ces premiers jobs, que ce soit chez Ediard ou dans le déménagement, déjà pas la même ambiance, mais on voit que tu aimais bien déjà découvrir des choses. Ensuite, André Touboul, un mot sur ce premier cabinet, ce premier vrai job d'avocat? C'est pas vrai job, hein, parce que c'était stage. Ton boulot, c'était stagiaire et ça durait longtemps. Un être incroyable, rencontré par le cheval, c'est assez marrant, qui était un héritier des anciens avoués au tribunal de commerce. Je pense que les gens savent plus ce que c'est. Mais qui avait une culture qui m'avait fait marrer quand on avait discuté. Il m'avait dit, bon Stéphane, vous savez, moi j'ai payé pour mon stage. Donc j'ai compris ce que je ne gagnerais pas. Par contre, une disponibilité pour les dossiers perso et la première culotte que je me suis prise, incroyable. Une intelligence et surtout le vrai conseil. Je me souviens toujours d'une parole de sa part. Il m'a dit, Stéphane, il ne faut pas que les clients
avant de faire des bêtises, vous appelle, si vous voulez être un vrai conseil. Il faut que les clients, quand ils vont faire quelque chose, ils aient envie d'en parler avec vous. Alors, il y a des fois où vous savez faire, puis il y a des fois où vous ne savez pas faire. Et là, il faut des amis qui feraient aussi bien que ce que vous feriez si vous saviez faire. Et du coup, il faut avoir un réseau. Il vous explique gens avec la base qui vous du savez best friend, du referral C'est un peu ça. en 2 minutes en stage. Extraordinaire. Et ça, je l'ai toujours en tête. Je l'utilise toujours quand je fais des formations auprès des avocats chez De Gaulle. Dans tous les univers où je passe avec les élèves avocats aussi, où on essaie à Versailles de les initier au commerce, même si on leur dit que ce ne sont pas des commerçants. En tout cas, on fait Pas jusqu'à la partnership en tout cas. No comment. mais en tout cas, oui, c'était vraiment une découverte d'un métier. La deuxième chose, c'est qu'il avait l'originalité de faire comme avocat un métier qui, à l'époque, était un métier de conseil juridique et fiscal. Moi, j'ai une double éducation, fac de droit, école de commerce. Je suis fiscaliste à la base, même si très vite, j'ai compris les limites de la fiscalité, la nécessité de connaître le M&A, le corporate, et d'être bon en droit des affaires. Et à l'époque, on était formé en droit des affaires et fiscalité, ce qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus compliqué. Et l'hyperspécialisation, peut-être qu'on y reviendra, est une vraie question que je me pose tous les jours. Alors, l'arrivée de l'IA générative qui vous donne accès à des éléments techniques qui sont de meilleure qualité font que finalement, il y a des jours, on peut se demander s'il vaut mieux connaître une entreprise ou mieux connaître le droit avant d'appliquer le droit. Et notamment la réalité de son application quand on sort des directions juridiques et qu'on travaille avec des opérationnels, c'est un élément important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'univers que j'ai rejoint il y a maintenant 4 ans de Gaulle Florence, où on n'a pas de service. Et on y vient, Stéphane, on y vient, ne t'inquiète pas. Et on a cette liberté, me convient particulièrement parce que je pense que le droit, et c'est ce qu'André m'a appris, le droit en fait est partout. Il faut juste le révéler et il faut juste que les gens comprennent que c'est pas le risque d'aller en tôle ou le risque de se prendre les doigts dans une porte, mais pareil quand j'ai fait du risk management, le risque c'est d'oublier d'ouvrir une porte, c'est-à-dire de ne pas utiliser le droit comme un avantage concurrentiel vis-à-vis de ses compétiteurs. C'est ce que font très bien les Américains et le temps que j'ai passé avec les Américains, quand même 32 ans. Et on reviendra aux Américains dans un instant, puisque après avoir appris le conseil auprès d'André Touboul, tu vas à l'AMF. Ouais, là tu vois côté régulateur. Ouais, alors ça à l'époque, quand j'ai fait ce choix, les gens m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et je dis, moi je pense que c'est un nid à emmerde qui a beaucoup d'avenir. Donc je vais aller voir. Et la deuxième chose, je trouvais que c'était sympa l'avenue Montaigne, mais je voulais voir des usines, je voulais voir des patrons. En fait, j'aimais plus l'entreprise que le droit. Et donc je me suis dit, on va commencer par les entreprises parce que le chef d'entreprise, pour moi, alors c'est mon côté un peu ravi de la crèche peut-être, c'est l'incarnation de l'entreprise, en fait. C'est son ambassadeur. Et moi, j'ai une vue un petit peu entrepreneuriale des choses. Donc, en fait, vous avez en pluie fine la personnalité, les envies, les éléments du chef d'entreprise qui va irriguer l'ensemble de l'entreprise. C'est vrai que j'ai continué. Louis de Gaulle, le jour où je l'ai rencontré, je me suis dit, si tu as 200 personnes comme toi derrière, ça va être génial de travailler ensemble. Et c'est ça qui est important. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises sont plus grandes, tout le monde ne se connaît pas, on n'a pas recruté tout le monde comme chez Sodexo, Pierre Belon avait quasiment recruté tous les patrons, c'était assez impressionnant. Donc ça a beaucoup changé. On parle toujours d'exemplarité, mais je pense qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose de fort. Et j'ai vu tout défiler, tout le CAC 40. Attends, et tu arrives à l'AMF, juste, moi j'ai une question. Donc il y a 35-40 ans, tu arrives à l'AMF. C'était quoi l'AMF il y a 35-40 ans? Parce que ça a changé, j'imagine. Vous étiez. C'était Tour Mirabeau. Ça s'appelait la Commission des opérations de bourse. La COB, exactement. Qui a changé il y avait une quinzaine d'années, 15-20 ans, la COB AMF, oui. Et en fait, c'était le début des sanctions boursières, le début des délits d'initiés, le début des pénalités qui permettaient d'abonder le budget de la COB, mais qu'elle faisait avec beaucoup de modération à l'époque. Et c'était la volonté, c'est intéressant parce que l'administration ne parle pas assez de son évolution, sa modernisation. Au rendez-vous des transformations du droit, je suis toujours ébahi de ce que fait le ministère de la Justice, qui n'est pas connu de toute cette digitalisation. Dans le DU, on a des gens qui sont venus du ministère, des anciens étudiants maintenant qui sont sur ces projets. On ne les met pas assez en valeur. Mais à l'époque, en fait, c'était les premiers recrutements de contractuels de l'État.
Et donc, l'idée, c'était de donner un peu des statuts équivalents aux énarques et aux BDF, qui étaient aux gens de la Banque de France, qui étaient la structure et les patrons de l'époque. Et donc, j'ai eu le plaisir de faire partie des premiers contractuels de l'État, avec une connaissance, une approche de ce que pouvait être l'administration et une limite qui pouvait, même dans une organisation indépendante, pouvait parfois être le poids de la gestion par l'administration et sa difficulté à reconnaître la performance dans des éléments d'habitude, de statut. On est vraiment très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Donc, vraiment beaucoup de rigidité pour les pauvres DRH et une volonté de changement, mais des habitudes. Et c'est là que la gouvernance a commencé à m'intéresser. Où, remettez-vous à l'époque, hein, il n'y avait pas de loi sur les financements des partis politiques, il y avait pas, et donc il y avait Évidemment, une pas la loi cohabitation Sapin. politique, économique, qui pour quelqu'un qui était relativement jeune, il y avait encore de l'espoir, était peut-être pas ce que j'avais envie de servir. En tout cas, j'avais envie d'autre chose. Et de voyager. Et autre chose, tu l'as trouvé parce que derrière, il y a une histoire d'amour. C'est ta deuxième partie de carrière. Enfin, en tout cas, c'est EY. Donc, tu fais combien d'années au final? Alors, 32 ans mis bout à bout. 32 ans. Ouais, 32 ans, mais je me suis marré. J'ai fait. En fait, je suis rentré comme auditeur. Donc, j'ai la chance d'avoir une double formation et d'être fiscaliste. Tu bouffes à tous les râteliers. Ouais. J'ai fait un peu la même chose à la fac, hein, puisque j'ai été prof associé d'économie à Paris 2. Et maintenant, je suis à Créteil et prof associé en droit public, grâce à Alexandre Métro de la Motte qui m'a fait venir. Et donc, je me disais, ce que tu veux finalement, au-delà des patrons, c'est de voir des entreprises. Et donc, je ne connaissais pas bien le métier de l'audit, mais à l'époque, on recrutait plein de gens. Tu avais fait une école de commerce, il y avait des gros besoins. Et puis, je suis tombé dans un cabinet qui s'appelait Ernst & Whinney, sur un monsieur qui s'appelait Gabriel Gallet, qui était un fou du Japon. Et qui m'a fait confiance. Et ça a été le début d'une histoire incroyable où moi, je n'avais pas voyagé. Mes parents avaient beaucoup voyagé et m'avaient raconté leur voyage en me disant que si j'avais une belle situation, je voyagerais. Donc voilà, donc j'avais quand même soif. Donc tu pars au Japon? Donc non, je pars pas au Japon. Hélas, la clientèle japonaise, quand tu es jeune et que tu n'as pas de cheveux blancs, c'est un peu une horreur. Là, maintenant, j'adore, mais j'ai revu notamment l'ambassadeur du Japon au moment où il y avait Fukushima et on s'est retrouvé dans une réunion, le truc venait de péter et je lui ai présenté notre solidarité et tout ça. Et la réponse que j'ai pu avoir, l'intérêt, alors que j'étais rien pour lui, était d'une grande attention qui contrastait beaucoup avec ma première discussion avec un patron japonais. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Toi, entre Édimbourg, Londres et Tunis, tu passes au Japon de temps en temps ou... L'Asie, ce sera certainement une prochaine destination. On espère bien. On espère bien. Bon, on fera la Corée ensemble. On fera avec grand plaisir. Allez, passion pour la Corée. On fait l'épisode. Ma fille aussi. On fait l'épisode 15 à Incheon ou Séoul. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ouais. Nous irons. Et donc, du coup, depuis 2020, tu es chez De Gaulle. Donc, ton job actuel, c'est Off Counsel, promoteur de la stratégie et du développement. Mais alors, what the fuck? Parce que du coup, tu es expert comptable, avocat, t'es avoué, tu fais de l'audit. Avoué, c'était mon premier patron. C'était ton premier patron qui est avoué, mais j'ai avoué peut-être. T'as avoué avoir bossé pour un avoué. J'ai à moitié pardonné. Voilà, tu vas en audit, puis finalement derrière chez EY, évidemment, tu retrouves le droit rapidement après. Et puis là, du coup, donc tu es promoteur de la stratégie et du développement. D'abord, c'est un job qui n'existe quasiment pas, ou voire pas du tout. Non, mais mon job chez Ernst n'existait pas plus. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait 15 ans de chiffres. Sur les 15 ans de chiffres, les 5 dernières années, j'ai développé toutes les activités, risques, gouvernance. À l'époque où ce n'était pas à la mode, hein, avant la loi de Sarbanes-Oxley et la loi de sécurité financière. Donc, j'allais voir notamment, il y a un grand patron de l'époque qui m'a reçu, qui m'a dit « Mais Stéphane, avec vos idées d'Américains et tout, ça ne passera jamais en France. » Bon, voilà, c'était un peu l'ambiance de l'époque. Donc, je dois bien aimer prendre des coups et des pendant la figure. La première enquête sur les indicateurs de performance des auditeurs internes, quand même, ça fallait le faire. Mais ça m'a permis d'avoir plein d'amis auditeurs internes. Et pour parler du risque, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et en fait, de voir que progressivement, à la fin, je travaillais sur des problématiques de responsabilité de dirigeants, alors que j'étais auditeur. Hein, j'avais un passé, mais qui était un peu en friche. Et c'est là
est venue l'idée de dire, voilà, on peut relier le droit et ce qu'on fait dans l'audit, dans un cabinet pluridisciplinaire en plus. Moi, j'ai eu accès aux formations des consultants. C'est génial. J'ai la chance d'apprendre le change management, la facilitation, la prise de parole en public, mais pas quand vous êtes en cour d'assises avec une robe. Là, Ou là où pensez que vous êtes exceptionnel. Voilà. Devant un conseil d'administration, vous essayez de vendre un package fiscal qui peut être intéressant, mais qui, si les gens comprennent pas bien ce que vous faites, croient que ça pourrait être de la fraude fiscale. Alors, c'est un truc qui est totalement autorisé. Et là, ça demande beaucoup plus de conviction. Vous n'avez pas les mêmes arbres, vous êtes tout nu sans la robe. Donc, tout ça, en fait, vous l'apprenez, ça ouvre énormément les choses. Et donc, derrière, l'idée, c'était pas de refaire du droit. J'aurais peut-être pu refaire des prix de transfert ou refaire la fiscalité. J'avais vu le job aux États-Unis et les gens d'Ernst et Hervé Labaute à l'époque m'a fait confiance. On avait, dans la partie risk management, développé 80% de nouveaux clients parce qu'on était allé voir les autres associés dans les autres practices pour faire la manche. On s'est dit, on est dans une grande famille. Enfin, dans une grande famille, tu as chacun ton fromage. Hein, donc, Et puis, dans une boîte où il y a le Channel 1 et le Channel 2, c'est quand même plus cool d'aller voir des gens avec qui on bosse pas du tout. Ah, tu connais Channel 1, Channel 2 Tout le monde connaît. Nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Quand tu es auditeur. Oui, mais c'est... c'est à la fois logique, parce que on ne contrôle pas ce qu'on a fait. À la fois, c'est aussi une manière de savoir que c'est bien fait, ce que tu contrôles. Ouais. Dans certains cas, il faut voir si tu as assez de budget de contrôle. Ça peut être valable. Peut-être que dans d'autres cas, je vais remettre en cause une autre bataille à mener demain sur du lobbying régulatory pour Stéphane Valère. Non, parce que le monde a changé, mais je pense qu'il y a une conviction, et moi, c'est pour ça que le métier d'audit m'a beaucoup plu. À l'époque, on pouvait tous dire, et c'était pas une relation de contrôle, c'était comment est-ce qu'on peut arriver ensemble, sans perdre son âme. Moi, je suis arrivé chez Ernst parce que j'ai dit, je veux pouvoir dire non. Et c'est comme dans les cabinets, ma femme m'a toujours dit, pourquoi tu n'as pas créé ton truc? J'ai dit, en fait, parce que j'ai peut-être pas assez le courage d'être entrepreneur, mais surtout, je veux avoir la possibilité de dire non. Et si chez Ernst, je disais non, Ernst n'allait pas s'écrouler. Si chez De Gaulle, je dis non, il y a des trucs, c'est la ligne jaune, De Gaulle ne va pas s'écrouler. Et je trouve que cette indépendance, c'est bien d'en parler, mais c'est mieux d'avoir économiquement la possibilité de le faire, parce que quand vous recrutez des collaborateurs, à la fin du mois, il faut les payer. Et si vous avez une certaine responsabilité, peut-être que vous pouvez avoir un peu de faiblesse. Donc, je préfère ne pas avoir de faiblesse. Donc, le job actuel, on revient sur le... Donc, c'est quoi? C'est un truc de directeur commercial et marketing. Tu es sur du client care, tu es là pour ouvrir des nouveaux marchés, tu es là pour innover, tu es là pour... Je te cite parfois évangéliser. En fait, c'est du Stéphane Valère, mais tu es complètement chez toi, en fait. Non. Alors, évangéliser, je n'ai jamais écrit ça. Tu as dit parfois évangéliser. Parfois. Tu l'as dit, nous avons les En fait, alors là, je ouais. dois 10% à Dan Cohn de Septéo, vos amis, que j'ai connu, moi, comme évangélisateur du marché à l'époque des débuts des Lialtech et tout. On n'était pas très nombreux. Et puis, alors, comme avocat, je peux vous dire que j'étais dans le barreau des Hauts-de-Seine. Donc, c'était, ça va, c'est des loupards, mais il fallait un peu faire attention à ce qu'on disait quand même. Et donc, il y avait lui. Ensuite, il y a eu Greg Mio au niveau international. Ouais, Greg. Et 2 évangélistes et tout. Et moi, en fait, je pense que j'aurais bien aimé un jour monter en chaire. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Il fallait juste rentrer dans les ordres et tout. À mon époque, c'était compliqué. Ouais. Il n'y avait pas 46 religions en plus. Oui, c'est ça. Donc, entre veto et d'autres voix, on aurait pu retrouver Stéphane avec une autre robe, voire un autre... voilà, pourquoi pas. Alors, on a parlé de ta carrière. Bon, en gros... est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais en ce moment chez De Gaulle? Alors, tu peux pas tout nous dire, mais voilà, tu as des objectifs particuliers, mon job, c'est vraiment d'accompagner les associés et les avocats et nos clients pour arriver, à avoir une meilleure culture commerciale, parce qu'à la fac de droit, on ne vous apprend pas le développement. Or, ça s'apprend. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir, à travers toutes les formations de Ernst, apprendre un nombre de choses et tester, parce que apprendre, c'est bien une school, mais si vous ne faites pas les dents derrière, et pendant 20 ans, avoir accompagné Ernst de l'époque, avant la fusion avec Andersen, je pense que beaucoup de gens ont dit ils sont morts.
reconstruire le cabinet sur la partie de la fiscalité internationale, créer un truc qui s'appelle les rendez-vous de l'innovation fiscale à Marseille, qui existe toujours et qui est le grand rendez-vous des fiscalistes, avoir eu cette idée Le tous ensemble. fiscaliste phocéen. Ouais, non, mais c'est tout ça, en fait, j'ai pu l'éprouver. Et l'idée, mais c'est comme pour l'enseignement, c'est de pouvoir le partager avec d'autres en connaissant le métier. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses, vous pouvez prendre des très bons vendeurs d'IBM qui sont parfaits pour vendre des systèmes d'information. Les Legal Tech, les patrons de Legal Tech d'ailleurs, cherchent toujours des vendeurs. Depuis quelques années, ils font attention à avoir des gens qui connaissent bien le métier. Il y aura la même question si on parle de LegalOps tout à l'heure. C'est faut être ingénieur. Et on travaille avec Bruno Defin et les Frais aujourd'hui là-dessus. C'était le projet initial du DU Transformation digitale du droit et LegalTech qu'on a créé il y a 8 ans pour, avec une école d'ingénieurs et la fac de droit, arriver à apprendre ces savoirs qui nécessitent la connaissance du métier et l'utilisation pour arriver à faciliter ce métier, du digital, bien entendu, mon cher Cyril, es-tu en vie, donc je te comprends, mais aussi du management, du changement culturel, de la capacité à créer rapidement, donc ça, là, c'est des méthodes de conseil et d'organisation, et c'est vrai que dans mon job, c'est un petit peu de partager ces éléments de savoir dans le temps disponible des avocats, en les prenant par des endroits où je sais qu'ils ont quelques petites questions, parce que moi, je les ai eues avant eux, en ayant peut-être des remarques impertinentes, en disant pourquoi on fait pas ça. Mais moi, j'ai pas d'enjeu à dire pourquoi on fait pas ça, parce que je vends pas de la consultation fiscale signée Stéphane Baller. Par contre, je peux dire, et si on faisait ça, parce que j'ai quand même vu un certain nombre de boîtes, notamment pendant les 15 ans d'audit, j'ai vu pas mal de directeurs financiers, de conseils d'administration, de choses comme ça. Donc, j'ai un point de vue un peu différent qui peut challenger, en ayant le respect des codes, en connaissant tout ça. Et puis, c'est un cabinet qui est totalement incroyable et qui est pas assez Qui est connu. totalement électron libre. Et donc, ça, je lui dois en aussi, parler. hein. C'est une entreprise du droit, quoi. Ça a été les premiers. Ça a été créé il y a 22 ans pour faire une entreprise de droit, et une vraie. Ouais. Notamment, alors, les fonctions support sont plus ou moins traitées bien dans les organisations. Or, la communication, c'est normalement un vrai métier. C'est pas la même chose que le marketing. Vous voyez, déjà, ça, on l'apprend pas à la fac de droit, hein, ou dans les écoles d'avocats, et ça fait la réussite du modèle de décideur. Cette connaissance pas assez fine du marketing versus la communication. Après, il y a des moments, il faut perdre du temps. Or, l'organisation des cabinets, même quand ce sont des entreprises, c'est vrai que le compteur est le moyen de mesure le plus efficace. Or, si vous voulez créer une relation commerciale à haut niveau, c'est un peu comme une relation d'avocat, c'est une relation de confiance. Il faut savoir donner des choses, il faut savoir innover, il faut savoir explorer le marché. Et donc, il faut avoir un temps libre par rapport aux autres personnes qui ont un temps à produire. Et c'est ça, en fait, leur intelligence, c'est d'avoir dit, dans une entreprise de droit, il y a la partie qui produit, mais il y a aussi le commerce, alors qu'on peut faire au début, mais après, il faut s'entourer, comme pour la com, comme pour les RH, comme pour les finances, de vrais professionnels et les traiter comme tels. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce cabinet, ce sont les valeurs qui sont incarnées et qui sont vécues. Tu me disais en préparant l'émission que c'est d'ailleurs peut-être un bilan, alors 4 ans après de les avoir rejoints, entre le marketing et la réalité. Tu trouves que les valeurs défendues par ce cabinet sont vécues, à proprement parler, vraiment, c'est... C'est important d'être aligné, parce que là, en plus, la marque est très forte. C'est quand j'ai annoncé que j'arrive chez De Gaulle, les clients qui m'ont dit « Ah, c'est génial !» Donc, comme je suis un peu joueur, vous me connaissez, j'ai dit « Pourquoi ?» Ils m'ont dit, il y a Louis de Gaulle. J'ai dit, oh, ça c'est vrai. Et il y a quoi d'autre? Ah, la propriété intellectuelle et tout ça. Ouais, et il y a d'autres choses. Ah oui, très certainement d'autres choses, parce qu'ils font plein de choses, et puis ils sont 200 et tout. Mais en fait, les gens ne connaissaient pas si bien. Et après, quand vous tombiez sur des gens qui avaient travaillé avec eux, c'est vrai que moi, depuis 4 ans, c'est un bonheur de faire des enquêtes de satisfaction. Parce que j'ai des gens qui aiment ce qui est fait, et je dois reconnaître que j'ai la chance de travailler avec des gens qui font remarquablement bien leur job et qui n'ont pas cette limite de matière qui, moi, me faisait un peu souffrir dans les usines des grandes maisons, que je peux comprendre, hein, mais... La matrice, organisationnellement parlant, c'est... disons qu'en plus, dans un groupe américain, quand tu n'es pas américain, c'est dur. Il faut être allemand ou anglais.
Ah, les Ou Anglais, anglais, ouais. les Anglais, c'est pas mal. Bah, dans, Pas dans- que pour le et rugby. d'ailleurs, dans un cabinet anglais, c'est pas facile d'être français non plus. Faut voir, ça dépend combien tu rapportes. C'est ça. On a beaucoup parlé donc de ta carrière. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où quel a été le pire moment de ta carrière? Le moment le plus difficile à vivre? Parce qu'on n'est pas là que pour dire Stéphane Ballin est une star. En fait, je parlais de la confiance tout à l'heure, du contrôle plus facile quand on a fait les choses et tout, et de la fraude et de l'observation. En fait, le plus dur, parce que c'est vraiment une remise en cause personnelle, tu te demandes ce que tu es. C'est un cas de fraude que j'ai eu chez un client, avec un associé incroyable qui m'a invité, qui m'a dit, écoute, il y a 2 possibilités. Moi, de toute façon, j'ai signé les comptes, donc je vais devoir m'y mettre. Mais soit tu viens avec moi, soit je comprendrai que tu ne viennes pas. Parce que tu as été trahi. Enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais vraiment, tout le monde se serait fait avoir. Tout le monde. Et puis le niveau était vraiment impressionnant. Qu'est-ce que ça t'a appris, ce moment où tu t'es senti justement Ça m'a trahi? appris que rien n'est acquis. Ça, je le savais déjà avant, mais là, encore plus. La deuxième chose, même si j'ai du mal, hein, qu'il ne faut vraiment pas faire confiance aux gens, même si ça se passe bien, même s'ils sont sympas. Et la troisième chose, c'est que les amis sont très rares. Surtout quand ça va moins bien. Et donc, tu apprends à t'en créer différemment. Ton entourage, à ce moment-là, très proche, est extrêmement important. Donc, il faut que les gens que tu aimes te soutiennent. Parce que je pense qu'en tant que conseil, on va au-delà de l'échange d'honoraires pour un service. Il y a ce niveau de confiance. Pourquoi? Parce que c'est pareil pour les avocats. Si nos clients ne nous disent pas tout, on n'a pas les moyens de tout savoir. De faire votre job. Et quand vous accompagnez un client dans un contrôle fiscal, il faut tout savoir parce que c'est un petit peu embêtant quand l'administration vous sort un truc que vous ignorez et qui fait que la perspective, pas uniquement de défense, hein, mais de votre opinion personnelle qui est quand même un peu importante, n'est pas la même. C'est pareil pour un commissaire aux comptes. Quand vous avez toutes les diligences professionnelles, malgré tous vos efforts et tout, les gens qui sont bien organisés peuvent vous faire avaler des choses qui sont assez incroyables. Et eux, ils sont là toute l'année dans la boîte. Ouais. Donc, vous faites que passer. Vous savez pas exactement où on range la confiture, quoi. Exactement. Et donc, il faut être conscient et peut-être quand on est jeune, on s'en rend pas compte, mais il faut être conscient de ce caractère intime que l'on doit avoir avec ses clients. Et c'est vrai que la notion de client care qui est mal ressentie parfois, c'est pas... ça va au-delà de s'assurer qu'un client reste un client. C'est être capable de présenter un autre client et de les laisser grandir entre eux. Et puis, il y a même des fois où ils vont s'échanger des trucs que vous avez fait pour l'un et qui vont être utiles à l'autre. Et puis, vous n'allez rien toucher. Mais c'est pas grave. Vous serez meilleur la prochaine fois pour rester unique. Mais c'est important, en fait, d'aller au-delà de cette prestation de service pour laquelle on est payé et d'y mettre peut-être un petit peu plus d'âme. Et là, c'est vrai que quand vous faites un peu assassiner par votre client, c'est pas le plus agréable de votre vie. Le Vous meilleur. m'aviez pas prévenu qu'on Non. jouerait à ça? Non. On finit tout nu aussi à la fin? Ouais. D'accord. Le meilleur moment de ta carrière. Après, on parlera de tes engagements, mais sur la partie pro, boulot, le moment de fierté, le moment, un moment de joie intense. Alors, je crois que d'accomplissement. c'est quand on a monté les activités risque gouvernance, on est vraiment parti d'une petite bande. Moi, j'avais vu le truc à Londres. Enfin bon, c'était pas forcément une vision stratégique à l'époque, mais j'avais vu ça. En fait, c'était le salon international de l'audit interne qui avait lieu à Paris. Et ils cherchaient des chauffeurs. Salon international de l'audit. Ouais, l'IIA, donc qui est l'Organisation internationale des auditeurs internes. Le CIAD. Je sais Le plus. CII. Ouais, peut-être. Ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais toujours est-il que c'était au Palais des Congrès et il fallait certes aller chercher un dimanche après-midi des associés de Ernst qui venaient de Chicago, mais pendant une semaine, on les trimballait avec une carte bleue, enfin une Amex à l'époque, et on les sortait, et No on, Limit parlait, à l'époque. et on parlait anglais, et à l'époque, nos limites et tout, il fallait juste s'assurer qu'ils soient heureux et sympas.
Et donc, les gars, ils sont arrivés, c'est plutôt sympa, des gars de Chicago, donc pas trop snob et tout, sympa. Et qui étaient super excités par la conférence. Et ils m'ont dit, bon, bien sûr, tu as un badge et tu viens demain. Et j'ai dit, oh, non, moi, je vous véhicule et tout, je m'assure que tout va bien, mais j'ai pas de badge et tout. Et il m'a expliqué qu'en fait, il fallait... je loupais un moment de ma vie, quoi. Donc moi, les associés, il faut toujours les écouter. Oui. Il faut toujours être prudent. Donc, à 8 h du matin le lendemain, quand je suis allé les chercher, je me suis dit, il vaut mieux que te préparer psychologiquement à être au Palais des Congrès. Et donc, ça n'a pas loupé. Il m'a dit, ça y est, Stéphane, j'ai eu un badge pour toi. Donc, il était tellement content de me faire un cadeau que j'ai pris. Et puis après, j'ai regardé le programme. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller voir? Et là, il y avait un gars de General Electric qui faisait un truc sur comment on peut faire gagner de l'argent en faisant de l'audit interne. Je me suis dit, oh, bah, tiens, ça, c'est pas le truc qu'on entend habituellement. Donc, c'est marrant. Et le gars, en fait, il expliquait qu'il avait monté une sorte de structure de consulting interne où, en fait, ça faisait un peu braire les gens d'être contrôlés et de leur dire qu'ils bossaient pas bien. Alors que finalement, si vous arriviez à travailler avec eux pour démontrer qu'on pourrait mieux travailler, que c'est pas entièrement de leur faute et qu'en plus, on allait gagner quelques dollars et qu'on pouvait en prendre 10% pour nous entretenir. Au titre du centre de services partagés qu'il Ben, représente. c'était pas con. Et donc, je me suis dit, alors, toi, tu as un métier qui est plutôt rigolo et qui m'intéresse. À l'époque, on avait vendu des activités consulting à Capgemini. Ouais. Et moi, je travaillais pas mal avec les consultants parce que j'étais plus vieux, pas plus intelligent. Et puis parce que j'étais peut-être moins pur et du coup, j'étais assez ouvert auprès de tout le monde. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me posais la question d'aller chez les consultants parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le résultat de ce que vous donnez. Les auditeurs, à l'époque, le résultat, c'est le rapport de commissariat aux comptes. Donc, c'était un peu frustrant, même s'il y avait plein de travail derrière qui était passionnant. Là, en fait, je me disais, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Le conseil, c'est intéressant. Et le conseil juridique, à l'époque, je le trouvais trop étroit, parce qu'il était très juridique il y a quelques années. On ne faisait pas d'organisation, il n'y avait pas les Legal Ops, il n'y avait pas tous ces machins-là. D'ailleurs, depuis 10 ans, je suis venu progressivement dans ce genre de choses. Et même si on fait notre métier, entre guillemets, de manière assez classique chez De Gaulle, parce qu'on est des vrais avocats, dans le geste que l'on a, dans les stratégies que l'on a, Il y a une dans les posture. stratégies pour le développement du cabinet, il y a plus qu'une posture, il y a l'utilisation de savoir de consulting sans le savoir. Magnifique. J'écoute, je bois les paroles de Stéphane. Bah écoute, on continue alors, pas de souci. Non, si vous ne me posez pas de questions, je vais raconter des bêtises. C'est- Ça va non, durer mais- Non, jusqu'à non, mais, point d'heure, ça J'ai va une, être dernière, horreur. j'ai une dernière question. Enfin, j'ai deux dernières questions sur justement c'est l'aspect protéiforme de ta carrière et de tes envies et de tout ce qui t'anime. Pourquoi pourquoi finalement t'as toujours été un peu différent? Qu'est-ce qui a cultivé est-ce que c'est l'envie de peut-être de pas être jugé au même titre que les autres? Parce que parfois être différent, parfois c'est se cacher. Est-ce que c'est au contraire l'envie de rencontrer des gens? Est-ce que c'est une curiosité infinie, maladive peut-être? Est-ce que c'est l'incapacité à choisir finalement une seule voie? Qu'est-ce qui a nourri cette culture de la différence chez Stéphane Baller? Je ne savais pas qu'on était sur un divan, en fait. Chez Ah, un petit peu, tu sais. Après, on passera à d'autres questions, mais c'est la dernière Non, chose. la curiosité. Oui, non, la mais curiosité, quand tu es d'une intelligence moyenne, que tu viens du fin fond de ta brousse et que tu arrives dans le hall de Paris 2, où les choses sont assez codées quand même, après avoir eu des velléités d'être veto, de passer à Dauphine, parce que, tiens, il s'occupe des entreprises, ça doit être intéressant, mais c'est fermé. En fait, il y a des dates, déjà, il y a des dates pour déposer ces dossiers. Et puis, l'économie à Paris 2, en fait, putain, pas de bol, c'est des maths aussi. Dis donc. Donc voilà, donc après tout ça, tu arrives dans ce cheminement. Donc, tu n'es quand même pas un premier de la classe, loin de là. Et donc, comment est-ce que tu peux, peut-être le marketing inconscient à l'époque, à défaut d'être meilleur, soit différent. Donc, t'es un légume moche, peut-être que tu auras ta chance un jour. Et il faut juste qu'on te remarque et que tu essaies de donner ton utilité si tu es un légume moche. Bon, ça a mis du temps pour les légumes moches, mais c'est pas grave. C'est peut-être ça, je sais pas. Après, la deuxième chose, c'est peut-être le plaisir de choquer ou de pas laisser indifférent. Si j'ai une angoisse, je le vois à la fac, en fait. Ce qui m'embête, c'est quand les étudiants s'embêtent.
Parce que soit je suis inintéressant, soit ils ont bien fait la fête la veille. Et Ça, là, maintenant, en école de commerce, ça j'enseigne arrive. jamais après le mercredi. Donc, Voilà. ça, c'est clair. C'est ça. Mais moi, mon angoisse, c'est de pas être intéressant. Et du coup, c'est vrai que choquer, ça réveille. Donc, ouais, je suis un peu clivant, je pense, parce que je ne veux pas laisser indifférent, ce qui est pas bien. En vieillissant, ça s'émousse, mais plus jeune, ouais, je pense que j'étais un peu provoque. J'aurais presque pu être de gauche à l'époque. Mais tu es chez De Gaulle depuis. Non, ça, c'est pas en rapport. Voilà. Ok, on a beaucoup La tourné. diversité fait partie du cabinet. Exactement. Merci infiniment d'abord pour ces réponses et puis effectivement pour ces quelques questions que je ne t'avais pas proposées avant. On a tourné autour du sujet de l'éducation, mais j'ai envie qu'on passe peut-être quelques minutes sur tes engagements. Il y a d'une part le pilier Education, Give Back aux jeunes avec directeur associé de la Grande École du Droit à Paris-Saclay. Oh là, Tu as été enseignant à Dauphine. Tu as été membre de la commission formation du barreau des Hauts-de-Seine. Tu as été à l'EDAC. Tu es à Assas. Bon, tu es un peu de partout. Je pense qu'il n'y a pas un organisme réputé parisien, on va dire déjà, parce que tu vas pas forcément dans des très belles facs comme Montpellier, Bordeaux ou d'autres non plus. Alors, j'aime bien Orléans. Et j'ai découvert Caen. Caen. Et ils sont géniaux à Caen. Alençon alors. Non, Alençon, non, je ne fais pas encore les antennes, même si à Saint-Brieuc, il y a une antenne. Voilà, pas très loin de chez toi aujourd'hui. Pas très loin de chez moi, mais non, j'ai découvert Caen avec les équipes du DJCE de Caen qu'on accompagne avec Droit comme H, mais surtout une équipe de profs qui s'est mobilisée pour organiser le premier événement qu'on faisait pour parler handicap au sein de la fac, avec la vice-doyenne et tout. Et c'est vraiment adorable. Peut-être, en fait, la formation, d'abord, ça fait partie c'est un pilier de ta carrière, ça prend la moitié de ton LinkedIn. Et pas d'un point de vue self-branding. mal fait alors. Pas d'un point de vue self-branding, mais en tout cas, on voit bien. Pourquoi, qui un jour t'a dit, viens, s'il te plaît, sois prof avec moi? Et deux, est-ce que c'est ce qui t'a permis de développer cette pédagogie dont on a déjà beaucoup parlé, pédagogie vis-à-vis des dirigeants, pédagogie vis-à-vis d'autres associés? Non, au début, je pense que j'ai essayé de me soigner parce que je suis timide et émotif. Voilà, ça fait rire en général. Mais c'est ça. Et donc, à l'âge de 16 ans, un des moyens de thérapie qui n'était pas stupide à l'époque où je montais à cheval, c'était d'enseigner l'équitation. Et en fait, l'enseignement de l'équitation, notamment en extérieur, quand on est dans des petits clubs où on n'a pas de pognon, a un gros avantage, c'est que chaque fois que les gens font des bêtises, je ne sais pas si vous voyez un carré de dressage, donc sur 60 mètres. Qui n'est pas un manège. Qui n'est pas un manège, non, c'est le truc à tout vent et tout. D'accord. Il y a du sable par terre si vous tombez. Et puis, il y a une petite des lettres pour arriver à se repérer. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais les gens, chaque fois qu'ils font des bêtises, c'est au fond, à 60 mètres. Donc déjà, vous travaillez la voix. La voix, ça se travaille. Et la deuxième chose, quand vous travaillez avec des gamins qui font du poney, notamment, même si le niveau d'éducation à l'époque était encore pas trop mauvais, ils ont une capacité à ne pas comprendre ce que vous essayez de leur expliquer qui est assez impressionnante. Ce qui fait que vous devez, développer des trésors de clarté. Je n'étais pas très clair et je ne le suis pas toujours, parce que sinon mes réponses seraient plus courtes. La deuxième chose, c'est un petit peu d'exercer votre autorité. Parce que les parents le font pas, donc vous êtes obligé de le faire à leur place. Et la troisième chose, du coup, c'est d'essayer de progresser pour convaincre les gens et les embarquer avec ce que vous avez envie de leur faire, qui est rarement ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça a commencé avec l'équitation. Et puis après, une fois que vous grandissez, comment est-ce que vous pouvez continuer? Et moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'un enseignement gratuit de très bonne qualité. Et je trouve qu'il est de notre devoir de rendre ce que la fac nous a offert. Et donc, par principe, je souhaitais, et j'ai collaboré avec l'ESSEC et tout, avec des écoles de commerce, et je suis très copain avec Christophe Roquilly, et j'adore ce qu'il fait. C'était mon prof, fut un temps. Ah vous avez une chance incroyable, mais oui. Et vous avez des moyens. Que je salue. À l'époque, l'apprentissage n'existait pas. Il existait, parce que je ne suis pas, je n'ai pas passé mes diplômes avant le bug de l'an 2000, moi. Voilà. Mais oui, donc je salue. J'en profite pour saluer Christophe. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, rendre à la fac une fois que j'avais ma thérapie. Le troisième élément, et là, c'est en arrivant chez les avocats et dans des organisations un petit peu plus grosses, où on a moins
dans les écoles de commerce, voire même un peu l'école d'ingénieur, la culture et l'anticipation du management. C'était l'angoisse, notamment quand vous êtes 750 avocats et que le management, vous l'avez appris, mais ne fait pas partie de votre ADN, d'identifier les signaux faibles qui font que vous allez devoir faire évoluer votre organisation dans les 5 ou 10 ans à venir, puisque sur un gros paquebot qui a de l'air, c'est à peu près le temps qu'il faut, si en plus il faut convaincre les Américains. Et c'est de se dire, en fait, si on voit les gens dans l'amphi, la manière de réagir, on peut anticiper les difficultés d'encadrement que l'on pourra avoir. Donc aujourd'hui, on parle des engagements génération Z, machin et tout. Les amis, vous veniez il y a 5 ans dans les amphithéâtres, avant le Covid, où vous étiez prof pendant le Covid et vous pouviez mettre un billet pour parier de ce qui allait arriver. Et il y a tout un tas d'éléments, en fait, de micro-signes qui sont utiles. Et puis, dernière chose, j'ai eu un bol extraordinaire. J'ai rencontré des gens. Pour quelqu'un de moyen, vraiment, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. En venant de ma brousse, je pense qu'on peut toujours avoir de la chance. Il ne faut pas du piston pour avoir des stages. Par contre, il faut un petit peu les codes, il faut un petit peu de méthode, il faut un petit peu tout ça. Et l'idée, je ne sais plus avec Cyril si on avait fait ça, mais on avait fait des ateliers job de rêve qui servaient un petit peu à détecter des talents pour Ernst, mais je ne recrutais pas. Moi, je n'ai jamais recruté pour Ernst, je n'ai jamais offert des stages pour Ernst ou quoi que ce soit. C'était mes associés qui le faisaient. Par contre, arriver à travers ces formats à aider les gens à comprendre comment on fait un CV, une lettre de motivation, comment on se comporte dans un entretien, la diversité du marché du droit. Alors déjà à l'époque, aujourd'hui encore plus, mais à l'époque, aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à l'école d'avocats qui ne savent pas combien il y a d'avocats dans le premier cabinet français. Hein, et je parle que pour les avocats d'affaires. Hein, donc on vient de très loin. Donc se dire, on vous aide sur tous ces machins-là à vous préparer. En échange, nous, on va regarder si vous seriez heureux ou pas dans notre organisation un peu spécifique. Tout le monde s'y retrouve. Et ça vous évite des erreurs de recrutement. Et les erreurs de recrutement, il faut être 2 pour recruter. Donc, c'est vous, en tant que patron, savoir comment vous recrutez, ce que vous recrutez. Et si la promesse que vous allez faire, vous allez pouvoir la satisfaire. Pas uniquement du fait de vous, mais aussi des gens que vous allez recruter et de leur évolution. Et de l'autre côté, que les gens arrêtent de dire... c'est pas bien, le patron, il est pas sympa parce que je suis malade et il est pas content. Ben non, cocotte, si tu as un avocat qui commence à s'en sortir, qui se paye son premier collab, machin et tout, ben ouais, il est pas content si il a pas du revenu en face. Et quelquefois, il faut se dire, si on veut certains avantages, certaines organisations, c'est pas fait pour vous, ou il faut arriver avec le mindset. Et là, il faut des 2 côtés arriver. Et je trouve que la fac permet cette grande richesse, c'est d'informer ses associés sur ce qui peut arriver dans 5 ou 10 ans. Et puis, dernier élément, ça permet de tester des idées. Et puis là, tu parles de ce que toi, tu remontes aux associés pour anticiper la nouvelle génération. Mais il y a aussi tout ce que tu leur apportes, effectivement, à ces élèves et l'échange, le besoin aussi de transmettre. Ouais. Parce que non, mais c'est important pour l'avoir vécu avec toi ou avoir vu récemment sur l'un de tes cours un peu comment tout ça fonctionnait. Je pense que moi, j'ai fait mes études de droit il y a 25-30 ans maintenant. Et à l'époque, effectivement, on n'apprenait rien de pratique sur les bancs de la fac. Moi, j'ai commencé à faire des stages en cabinet où on m'a dit... On soit clair, vous ne connaissez strictement rien, vous allez vous y mettre vous êtes scratch. Sélectionné. Voilà, c'est tout. Et ce qui est très agréable, ce qui est très intéressant, moi, ce que je trouve très, très motivant, c'est le fait de dire, on va leur transmettre des choses, on va aller casser les codes et transmettre des choses en leur disant, voilà ce que nous, on a vécu, voilà ce qu'on peut vous transmettre. Et si eux te le rendent, ça devient intéressant. Si c'est à sens unique. Ce qui est intéressant dans ce qu'évoque Stéphane, c'est le côté synalagmatique. C'est le fait de dire, il y a un échange entre les deux. Parce qu'il a parlé beaucoup des associés, des avocats, et pour le connaître un petit peu, et moi c'est le retour qu'on m'a fait sur ces élèves à l'école du droit notamment, à la grande école du droit, c'est de dire, on est content parce qu'ils nous apportent quelque chose. Il y a de l'humanité, il y a aussi le transfert, il y a casser les codes, ne pas hésiter. Moi, quand j'étais jeune étudiant, je le salue, par exemple, j'avais Alain Benaban comme prof de droit des obligations. C'est lui qui m'a donné envie de faire du droit des contrats. Très concrètement. Mais Alain Benaban, s'il y avait un bruit dans l'amphi à Nanterre,
il se levait, Il s'arrêtait. et c'était pas Valéry Giscard d'Estaing dire au revoir, mais il partait. Et si tu veux, à l'époque, c'était comme ça. Et on voit maintenant les générations, on fonctionne plus pareillement avec nos enfants, mais il y a on a envie de transmettre. Et ce qui nous avait rapproché avec Stéphane, et nous aussi, ce qu'on essaie de faire chez Daily Trust, au travers de nos équipes en interne, mais au travers, dans nos échanges aussi avec nos clients, ainsi de suite, c'est de transmettre des choses. On est convaincu aujourd'hui que l'écosystème juridique, il est en plein mouvement. Alors, maintenant, il bouge depuis 5-6 ans, largement. Hein. Depuis au moins 2017-2018, il y a eu un vrai changement de paradigme. Le digital en fait partie, mais pas que. Il y a tout un mindset, tout un état d'esprit qui a changé. Et ce qui est intéressant, c'est de l'accompagner pour comprendre, déjà pour expliquer aux entreprises comment ça va se passer. Et je participe avec l'un des programmes de Stéphane où il forme effectivement les futures stars du juridique à différents domaines du droit. Et on voit un petit peu cette capacité à réfléchir différemment. Et c'est aussi très enrichissant pour nous parce que en comprenant comment eux fonctionnent, on évolue aussi. Et on est amené... il y a quelqu'un un jour qui m'a dit fais attention parce que ce petit jeune-là, c'est peut-être ton patron de demain. Et c'est vrai, c'est important de bien comprendre ça. Nous, on a vécu une période sans faire les vieux cons, entre guillemets. Moi, je dis, c'est peut-être ton client demain. Ouais. Mais maintenant, c'est ce que je pourrais plutôt dire. Mais à l'époque, c'était comme ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'aspect pyramidal, on avait l'impression que c'était forcément faire une carrière et c'était tout à fait linéaire. Maintenant, c'est totalement disruptif. Les gens peuvent être patrons à 30 ans, ainsi de suite. On a beaucoup de choses à apprendre. Et ce qui était intéressant de ce que Stéphane évoquait lorsqu'il participe à une conférence, cette soif de comprendre, cette curiosité de découvrir un petit peu pour se nourrir soi et mieux transmettre après. Et ça, c'est ça qui m'a passionné et la raison pour laquelle je voulais avoir Stéphane, c'est aussi quand la nouvelle génération nous écoute. Bon, généralement, ils le connaissent, il n'y a pas de problème là-dessus, mais là, ils peuvent le connaître sous un autre angle qu'il n'a peut-être pas évoqué avec eux, mais de comprendre qu'on est là pour leur transmettre des choses, on est là pour tous avancer ensemble. Dans notre échange à nous, c'est sur le digital, parce que effectivement, cette jeune génération, elle est branchée digital, mais elle est branchée droit d'un côté et puis digital de l'autre, mais elle n'avait pas la jonction entre les deux. Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment les deux pouvaient fonctionner ensemble. Et typiquement, ce que Stéphane a pu faire récemment dans ses derniers programmes, c'était ça, c'était de leur expliquer quel est l'intérêt du digital, et les gens, ils ressortent avec des choses concrètes. Et ça, c'est passionnant. Et là, on commence effectivement à voir évoluer les choses sur ces générations qui arrivent. C'est aussi dans la manière d'enseigner. Hein, à partir du moment où vous avez des gens qui sont hyper sollicités par des téléphones mobiles, il y a des manières d'enseigner qui sont différentes. Par contre, je regrette, mais moi, il y a des moments d'éducation qui font que soit je vous emmerde pendant mon cours, puisque vous continuez avec votre mobile, et vous êtes avec moi, ou vous sortez, vous avez le courage de sortir. Il y a des moments où il faut être courageux. Et là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à faire aujourd'hui que ça n'était hier. Il y a des choses dont on ne parle plus, et pour certaines choses, c'est très bien. Mais il y a ces éléments où il faut expliquer, notamment que le métier d'avocat, c'est un métier dur. C'est un métier qui a un métier, je ne vais pas dire de tâcheron pour sa perception, mais en tout cas, la production des heures pour vos clients est un peu l'alpha et l'oméga. C'est pas uniquement le système de mesure, hein, c'est que si vous travaillez vite, vous serez plus performant, mais en bout de course, c'est le temps que vous allez y passer qui va quand même faire votre succès. Ce qui est donc un petit peu en contradiction avec certaines organisations totalement légitimes, mais un client, il faut lui tenir les pieds au chaud, quoi. Mais tu parles d'un truc qui est fondamental dans l'évolution du marché, qui est la commoditisation qui sera possible par de nouvelles postures, de nouvelles méthodes, de nouvelles technos. Donc, qu'est-ce que je ne ferai plus moi en tant qu'avocat ou qu'est-ce que je ne ferai plus moi en tant que juriste au profit de quoi et versus qu'est-ce qui sera l'essence de mon travail demain. Et j'ai souvent l'habitude d'opposer la prestation qui te simplifie la vie et la prestation qui te sauve la vie. C'est moi ce que je dis toujours aux jeunes, un de vos objectifs totalement prétentieux peut être de penser que grâce à vous, votre client est plus fort. Et en fait, je pense que j'en suis un peu persuadé. Et je vois avec certains. Quand je vois la relation entre certains de mes associés et leurs clients, je me dis, en fait, à deux, ils sont plus forts. Et ça, c'est quand même quelque chose de pas mal. Et donc, avec un amphi, vous pouvez être plus fort. La seule chose, c'est que un amphi à 400, c'est compliqué quand même.
Et la dernière chose, c'est que on ne peut plus. Enfin, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. On peut pas tout dire. Faut être conscient en fait que notre logiciel n'est pas le même d'une génération sur l'autre. Absolument, ouais. Et ça, c'est soit vous avez des enfants qui vous le rappellent. Moi, j'ai ça à la maison, donc c'est assez pratique. Soit vous êtes dans des amphis et on vous le rappelle. Et c'est vrai que là-dessus, Créteil est un très bon exercice. Mais il faut être conscient que dans son management, on doit changer ses méthodes en fonction des personnes que l'on a à manager. Et ce ne sont pas les personnes qui vont se mettre à votre main. Et ça, c'est pas forcément facile. Qu'est-ce que tu souhaites aux juristes avec un grand J, avocats, juristes en entreprise, pour l'avenir? Ben déjà qu'ils s'aiment tous ensemble. Qui s'aiment tous, y compris les magistrats, y compris... Non, mais je plaisante, mais j'ai toujours été impressionné par le poids économique du droit dans le monde anglo-saxon et la perception par les dirigeants américains. Alors, c'est vrai que fut un temps où dans les sociétés cotées américaines, 50% des patrons des sociétés étaient passés par la fac de droit. Donc c'est sûr que quand tu es passé par la fac de droit, tu défends un peu plus les choses, mais que demain, chaque chef d'entreprise en France soit plus que sensible au droit, et pas au droit pour défendre la veuve et l'orphelin, mais le droit pour leur permettre d'être plus performants. C'est-à-dire le droit comme un avantage économique, pas comme on le traite souvent dans l'opinion publique, comme un instrument de protection des plus faibles, mais comme un élément de promotion d'une société, déjà, quand même, et des sociétés. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, une citation. Ah, je t'ai étonné, hein. C'était pas la réponse que t'attendais. Exactement. Et encore, je parle plus que Cyril, qui normalement parle beaucoup plus. Une citation qui t'inspire dans ton quotidien. Voilà, je te sèche à mon tour. Avant le C'est pas faux chaud. Bien, j'ai droit à Ouais. Heureusement qu'il y aura un peu de montage derrière, j'espère. Absolument aucun. Aucun. Ah, la citation qui va bien. Garde-la, réfléchis si tu veux, sauf si tu fais semblant de ne pas l'avoir, mais que tu l'as déjà. Déjà, je peux Non, te non, poser non, la non, question, non. est-ce que l'IA te gêne? Magnifique. Ouais, mais c'est pas une citation, c'est pas. Moi, je cherchais un proverbe, un truc philosophique et Attends, tout. est-ce que c'est copyrighté, ça, ou pas? Ah, je ne sais pas. C'est mes. Ah, j'ai pas. Dans le café qu'on a dit tout à l'heure, on a parlé d'IA-gène et j'ai dit là où il y a de la gêne, il n'y a pas d'IA. Absolument. Ouais, d'accord. Mais bon, c'était vraiment un truc à 2 balles que je ne pensais pas répéter. Mais voilà, allons-y. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas d'IA. Magnifique. Le C'est pas faux chaud. Vas-y, Cyril, tu veux pitcher le C'est pas faux chaud? Oui, alors le C'est pas faux chaud, on avait mis ça au point avec Mathieu, tout simplement en référence à Camelot, qui est Stéphane, tu sais qu'au milieu, dans le monde de la finance et du droit, il y a toujours des acronymes, des expressions que tout le monde font semblant de comprendre, qu'ils soit ne comprennent pas, soit qu'ils trouvent un petit peu exagérées. Qui justifie les zonos aussi. il faut Voilà. Et est-ce qu'il y en a une qui t'agace ou que tu aimes utiliser ou que tu as envie d'expliquer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pour toi est un adage ou un acronyme qui revient régulièrement et qui pourrait effectivement nécessiter pour toi une explication de texte? Ben, comme ça sent la fin et qu'on n'en a pas parlé, je vais prendre RQTH. RQTH. Alors, risque quantitatif, transformationnel et humain? Ouais, ok. Non. C'est humain. Humain. Rarement, quasiment, Tout le toujours humain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, RQTH? c'est humain, c'est différent. En fait, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap. Alors, c'est vrai que dans les cabinets d'avocats, comme on a plus de professions libérales que de salariés, les problématiques de salariés, on n'y fait pas toujours attention, mais vous savez qu'en France, lorsque vous avez plus de 20 salariés, vous avez une obligation d'emploi de 6% de votre masse salariale en faveur des personnes en situation de handicap. Et notre profession n'était pas forcément, parce que les choses sont en train de bouger, la plus avancée par rapport à cela. Et j'ai eu la chance d'y être confronté à l'époque où j'étais chez Ernst associé, puisque vous aviez 750 avocats, dont 350 salariés, chose qui existe beaucoup moins aujourd'hui. 350 multiplié par 6%. Bonne chance pour trouver 24 avocats en situation de handicap. Je n'ai pas du tout été confronté à cela. Je connaissais pas du tout, mais j'avais un problème d'alignement entre la tagline de Building a Better Working World
et Et la construire un monde nouveau sans les handicapés. Et c'est quand même un petit pourcentage de la population, quoi. C'est là que droit comme un H. Et c'est là que, alors oui, au départ c'était un collectif, donc c'est une idée. En plus, il y avait une mission handicap de très bonne qualité, donc j'ai appris plein de choses avec cette mission handicap qui s'occupait plus des auditeurs et des consultants, et les avocats, ça faisait un peu peur. Et c'est vrai que la première fois où j'en ai parlé, je dois reconnaître que ça n'a pas été un grand succès parce que la productivité. Donc on se dit, un avocat handicapé, il peut pas être productif. En fait, si, il y a des fois où il est plus productif que toi. Faut juste un peu connaître, mais comme beaucoup de choses, hein, comme la religion, Oui. comme tout ça. Comme adapter un poste de travail, adapter un poste. Surtout, exactement, adapter un poste ou adapter surtout son management. Et à l'époque où Camille Aéry sortait son rapport sur la symétrie des attentions, je me disais, ok, c'est sympa, donc on va dire, Cyril, donc tu vas être plus symétrique des attentions. Et c'est gratuit. Et là, bonne chance pour essayer de motiver. Et en fait, j'ai eu une expérience avec une jeune Coréenne que je coachais dans un concours de fiscalité internationale que j'avais la chance d'organiser à l'époque avec Ernst à Amsterdam. Et en fait, que j'ai connu dans les faubourgs d'Amsterdam en train de faire des footings à 6h30 du matin, et qui 6 mois plus tard se retrouvait dans un fauteuil. Bon, je vous passe l'histoire. Ça, c'est une autre émission, mais en fait, quand je vois tous les efforts que j'ai faits pour l'accompagner alors que j'y connaissais rien, je me disais qu'il y a un truc quand même qui fait que finalement, on doit pouvoir utiliser le handicap pour faire évoluer les gens dans leur management. Et la promesse que l'on a, et c'est pas une promesse, je crois que c'est une réalité, les cabinets avec lesquels on a signé, il y en a une quinzaine, et vous allez avoir une annonce dans pas très longtemps d'un très beau nom côté de la place Vendôme qui nous rejoint avec d'autres gens. Vous verrez. À côté de l'hôtel d'Evreux, peut-être. Peut-être. Mais donc, il nous fait confiance et qui débute, mais vraiment de manière très humble, et qui a vu en fait cette capacité à développer une certaine flexibilité, une certaine écoute, une certaine symétrie des attentions pour retrouver. Alors, on est sélectif dans le droit comme H, on suit 38 jeunes de la L2 jusqu'à l'école d'avocat. On a même commencé avec des jeunes professionnels, mais c'est pas notre modèle. Et en fait, ces jeunes, on est réaliste. Le business et le bien sont des têtes qui sont super bien faites et qui, sur le tri-CV, passent comme un autre. Sauf qu'ils ont fait leur fac à l'hôpital. C'est vrai que quand tu as fait 2 ans de Garches, c'est un stage original, donc tu n'apprends pas la même chose. Qui vont travailler plus vite que toi parce qu'ils sont autistes Asperger et tout. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a l'accès à l'intellectuel que d'autres peuvent avoir, mais avec une petite différence. Alors, je suis très content parce que ça fait le petit plus marche très bien au cinéma en ce moment. Ouais, un truc en plus. Voilà, le petit truc en plus. Et en fait, le petit truc en plus, c'est ce dont on parlait chez Droit comme H il y a 3-4 ans. En fait, on est super bon en marketing. et lanceur de mode. Et donc, c'est ça, c'est de faire comprendre à ces cabinets, mais aussi à ces directions juridiques, et j'espère bientôt avec des notaires, puisqu'on discute beaucoup avec le lab notaire, pour que les jeunes puissent choisir leur carrière, même si avocat, c'est le plus beau métier du monde, et juriste d'entreprise, c'est vachement sympa aussi. Mais c'est de faire donnant-donnant, c'est-à-dire on donne la chance à ces personnes, on se prépare, on organise un petit peu, on sensibilise, l'équipe de l'association sensibilise les employeurs potentiels, on met en rapport et on choisit le bon profil pour la bonne première expérience. La première fois, en fait, pour le handicap, c'est super important. Donc, faut pas la louper, il faut que ça se passe bien, et qu'à la fin, les avocats disent, attends, si c'est ça, mais on recommence demain. On a fait 7 du Odet cette année, il y a des cabinets, et non des moindres, qui ont dit, mais pourquoi ça dure 15 jours? On leur a dit, parce que tu as signé pour un jour, mais si tu veux prendre 15 jours, 30 jours et tout, il n'y a aucun problème. Alors, pour l'instant, si je dis des bêtises, remarque, on a 22 anciens, il y a une majorité d'avocats depuis cette année. Les premières années, il y avait plus de gens qui partaient en entreprise parce que le temps de l'entreprise permet plus d'aménagement, parce que dans l'entreprise, si vous êtes juriste, vous pouvez vous former au management, vous pouvez avoir ce que j'ai eu chez Ernst, qui était une grosse entreprise. Dans les cabinets d'avocats, c'est le mot management, c'est regardez, vous devenez manager parce que vous progressez dans votre ancienneté. Est-ce que c'est votre capacité à animer des équipes
faut voir. Merci en tout cas d'être revenu sur la partie droit commun H et de toucher du bout des doigts un sujet très intéressant de carrière, d'ancienneté et de compétences managériales. Ce sera le point de départ de notre prochaine émission avec toi. Tu reviendras. On le fera autour d'une bonne bouffe coréenne. Ah, sympa, ouais. Voilà, et on parlera également du coup d'autres histoires, parce qu'il y en a encore plusieurs. Il y a le projet Bon Droit, il y a d'autres initiatives que tu as pu faire comme le Technodroit, on a parlé d'éducation en tant que prof, mais tu as créé des diplômes aussi. Donc on va refaire un autre épisode. Il y en a un qui va débuter en septembre 2025, alors désolé, il faut être un peu patient, tu viendras faire le teasing. Qui sera en apprentissage, M1, M2, de Legal Engineer, ça c'est le mot marketing, ça c'est mon truc, avec Bruno Defin, mon confrère maintenant et compère depuis 7 ou 8 ans, et les frais école d'ingénieur, et vous allez enfin avoir, mon cher Cyril et vos amis, des gens qui vont être doublement cortiqués, ingés et juristes. Magnifique. Avec autant d'enthousiasme. Juste pour droit commun H, parce qu'on était dessus, le call to action, là, c'est on va sur le site, on est un cabinet d'avocats, une direction juridique, on peut... On est un étudiant, aujourd'hui on a 55 apprentissages études. On a envie de faire partie du programme, donc on aura les informations. On est en situation de handicap, on va sur le site. On est un cabinet d'avocats, Place Vendôme ou ailleurs, on peut payer un membership pour faire partie de l'association. Alors c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut en être convaincu et que son management soit convaincu, puisque vous avez compris que indirectement, on impacte le management, c'est un engagement et c'est pas du handy-washing. Magnifique. Bon, écoute, si vous avez envie de changer les choses dans votre cabinet ou dans votre direction juridique. Et c'est de la RSE aussi. Voilà. Et les gens, la RSE, tout de suite, ça leur parle. Bien sûr, avec le S, évidemment, en grand. Donc, si vous avez envie de changer les choses dans votre cabinet, dans votre direction juridique, vous savez qui appeler maintenant, l'association Droit commun H et Stéphane Baller. Sinon, vous appelez Daily Trust. Sinon, vous appelez Daily Trust, évidemment. Bien. Alors, changer les choses du point de vue social, évidemment, même si, Daily Trust, dans sa folle aventure et conquête, ne s'arrêtera, j'imagine, à aucun sujet. On va essayer des salariés, effectivement. Voilà. Le mot de la fin, Cyril. Écoute, effectivement, tu me dis que j'ai pas trop parlé, mais j'étais ravi d'écouter, parce que c'est passionnant d'écouter Stéphane, et je pense que c'était très important pour les auditeurs, pour les spectateurs, de partager, effectivement, d'entendre tout ce qu'il nous a décrit. On a vu à travers tout ce qu'il a pu nous narrer qu'il y a toujours cette quête, effectivement, de transmettre, cette quête de défendre aussi la différence, de la chercher, de la mettre en avant. Et ça, c'est passionnant parce que ça montre qu'il y a une vraie possibilité pour la diversité, quand vous faites des études de droit, où vous vouliez aller, où que vous soyez, quelle que soit votre situation physique, de handicap ou non, vous avez des possibilités. Et je trouve que ça montre que plus que jamais, le juridique, c'est un très bel univers, un très bel écosystème, et qu'il a, avec Stéphane, de très beaux ambassadeurs. Donc, encore une fois, merci Stéphane. Et on ira même plus loin. Stéphane, Gamsa Anida. puisque nous savons dire. Bien préparé. Ah, on essaye. Hein. Bon, merci en coréen pour les sous-titres qui ne s'affichent pas dans le podcast. Vous savez pourquoi Pourquoi des bandes dessinées et tout. En fait, c'est un État qui, grâce à l'éducation et au travail, est devenu la 6e puissance mondiale sans éléments économiques, sans toutes ces choses-là. Ouais, Alors, il y a des petites questions de gouvernance et tout. Hein, c'est pas léger, parfait. Mais en tout cas, je pense que là-dessus, ça montre à tous ceux qui nous écoutent que grâce au droit, un petit peu à la grande époque du retail aussi, on peut arriver à progresser même si on vient de nulle part, ce qui est mon cas. Dernier train pour Busan, c'est le prochain épisode avec Stéphane Baller sur Legal on Air. Merci infiniment à Daily Trust, merci à toi Cyril Godet. Merci à vous. Nous vous retrouvons dans un prochain épisode très bientôt. Merci de nous écouter toujours plus nombreux. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On vous mettra un lien si vous en avez pour nos prochains invités. À très bientôt. C'était Legal on Air, épisode numéro 8 sur For Change. Legal on Air. Legal on Air, à la conquête du droit en entreprise. Gouvernance, tech, LegalOps. Le podcast qui décrypte les évolutions qui propulsent le droit vers le monde d'après. Legal on Air, le juridique. Décortiqué et discuté.